les autorisations européennes. Bon, je peux ranger un peu. Donc, vous avez entendu, dès qu'il y aura l'autorisation européenne, ce qui n'est pas le cas encore. Enfin, la personne qui nous regarde là se dit je ne comprends plus rien. Sputnik, c'est la même famille que Johnson Johnson et qu'AstraZeneca. AstraZeneca, on rejette tout le monde en gène. Johnson Johnson risque de connaître le même sort. On commande du Sputnik. Est-ce que je mets continuer? Continuer, oui. Bon, est-ce que tout le monde est calé? Ça va? Oui. Bien, ben, on va commencer notre énième soirée par visioconférence. Alors, je veux remercier le professeur Juvin et Bernard Perret d'avoir accepté de se livrer à l'exercice. C'est moins chaleureux, moins convivial qu'en présentiel, mais les circonstances nous imposent ce dispositif. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau cycle consacré, enfin, sur le thème Vivre avec le Covid. Et la journée d'aujourd'hui, la soirée d'aujourd'hui est consacrée au thème Vivre l'incertitude, parce que c'est la marque des temps actuels. On est heureux d'accueillir ce soir le professeur Philippe Juvin. Il est chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou et il est maire Les Républicains de la Garenne-Colombes. Et puis Bernard Perret, économiste. Alors, il a eu un parcours riche et varié. Il s'est notamment occupé d'évaluation des politiques publiques et il est auteur d'un livre remarquable que je vous conseille de lire avec attention. Le thème, c'est Quand l'avenir nous échappe, et c'est une réflexion sur les conséquences et les prolongations de la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Merci à tous les deux d'avoir accepté d'intervenir sur ce thème. Encore une fois, les soirées de confrontation s'inscrivent dans des cycles. C'est le premier d'un cycle consacré aux conséquences et aux effets du Covid, même si on en a déjà parlé pendant des soirées précédentes. Alors, je pense le cadre du débat ce soir, c'est d'essayer de s'inscrire entre les craintes liées à la crise et les promesses liées à la situation présente et sur les stratégies pour en sortir. Est-il possible, par exemple, de ne pas céder à la panique, au vertige face à ce qui nous arrive en ces temps de pandémie et ce qui nous est imposé? Peut-on vraiment concilier nos urgences personnelles, nos rêves, avec ces inquiétudes temporelles? Quelle est la bonne stratégie individuelle et collective pour vivre l'incertitude? C'est le thème de ce soir. Comment s'y prendre pour commencer dès maintenant à construire les cadres de la vie de demain? La sortie Regarde tous les trucs. Donc, ma proposition est la suivante. On va demander au professeur Juvin d'intervenir pendant un quart d'heure, à Bernard Perret d'intervenir pendant un quart d'heure, et ensuite, on aura tout le temps du débat avec vous tous. Je vous donne la parole, monsieur le professeur Juvin. Il faudrait éteindre les micros, là. Il faudrait le micro. Oui, éteignez vos micros, oui. Merci infiniment tout d'abord de votre invitation. Le thème sur l'incertitude est un thème intéressant en sciences, puisque, comme vous le savez, les sciences essayent de répondre avec des certitudes au moins partielles et au moins valables, au moins à un moment dans le temps, à des incertitudes. Toutefois, il faut bien comprendre que la science, ce n'est pas l'omniscience. Ce n'est pas l'omniscience puisque elle progresse surtout en période aiguë dans un océan d'incertitude. Je vous rappelle que le virus qui est aujourd'hui à la source de cette épidémie était un virus qui était encore non identifié il y a un peu plus d'un an. Bonjour. Il y a un peu plus d'un an. Bonjour. Il y a un peu plus d'un an, le virus n'était pas reconnu. Et donc, en un an, nous avons accumulé des connaissances scientifiques qui se sont, pour certaines, évaporées et ont été contredites par les faits. D'autres ont été, au contraire, affirmées. Et le sentiment d'incertitude est un sentiment naturel en science. Il y a même
comment dirais-je, une vertu à cette incertitude qui est celle de la capacité à douter. Bachelard disait que faire des sciences, c'est douter contre son propre cerveau. Donc il y a des choses que l'on sait, il y a des choses que l'on ne sait pas, il y a surtout une démarche à avoir qui est une démarche de doute permanent et de remise en cause. Et c'est comme ça qu'en science, on progresse. Alors j'entends que la société a été bouleversée par cette découverte que les sciences avançaient pas à pas et parfois à tâtons, puisque la société veut des réponses immédiates, souvent par oui ou par non. Si les gens pouvaient éteindre juste leur micro, ça serait absolument formidable, parce que chez moi, ça résonne beaucoup. Les gens n'ont plus l'habitude de la complexité, de la subtilité dans le débat. Les réseaux sociaux, comme vous le savez, aiment des réponses rapides, en moins de 140 signes. Et si ça pouvait être des réponses par oui ou par non, ça serait absolument génial. Et donc, je crois que cette crise a fait découvrir à nos concitoyens ce qu'était la science dans ses avantages, ses inconvénients. Je vous montrerai tout à l'heure, en clôturant peut-être quelques diapositives de faits scientifiques, parce qu'on a quelques connaissances et ça nous permettra aussi d'avoir un débat peut-être qui reposant sur des choses absolument certaines. Il y en a quelques-unes toutefois. Donc moi, je vois dans cette crise une opportunité de découvrir ce qu'est la science. Il est vrai que nous partons de loin et je trouve qu'il y a dans notre société une disparition depuis très longtemps de l'esprit scientifique, celui justement qui nous permet de douter. La disparition de l'esprit scientifique, c'est une disparition qui touche à la fois l'école. On sait que dans les classements internationaux, y compris en mathématiques, où les Français ont longtemps été une école reconnue, eh bien nous plongeons. On sait également qu'en matière je crois que moi, une de mes thèses, c'est que les hauts fonctionnaires ont une culture qui est de moins en moins scientifique. D'ailleurs, je crois que le président de la République, dans sa volonté de réformer l'ENA, a parlé également de la question des sciences. Je disais sous forme d'une boutade, il y a quelques jours, dans une antenne quelconque, ou un journaliste, que je regrettais le temps où les polytechniciens étaient très présents et très puissants dans les cercles de pouvoir en France. Pourquoi ? Parce que les polytechniciens sont dans les hauts fonctionnaires ceux qui ont le plus vernis scientifique et donc sont habitués à cette démarche particulière qui est celle du doute et de la progression pas à pas. Et je regrettais que la haute fonction publique, quelles que soient ses qualités qui sont vraiment très grandes, ait de plus en plus une culture de type administratif qu'une culture de type scientifique. On voit d'ailleurs que cette absence, cette disparition plus exactement de l'esprit scientifique de la société se voit à tous les niveaux. Quand vous regardez par exemple les sociétés de biotech, les sociétés qui ont permis d'ailleurs les grands progrès scientifiques depuis un an, puisque tous les vaccins ont été construits et imaginés et mis au point par des biotech qui se sont ensuite associés à de grosses boîtes, et ce sont réellement les biotech qui ont progressé. Il y a une observation assez intéressante, je crois, dans la structure de gouvernance des biotech entre les biotech françaises et les biotech américaines. Les biotech américaines sont gouvernées par des techs, les biotech françaises souvent par des gens de culture commerciale du type HEC. La question n'est pas le niveau, évidemment, de ces gouvernants, mais le fait que les techniciens ou les scientifiques ne soient pas à la manœuvre dans les biotech françaises, et je crois, en tout cas moins que dans les biotech américaines, et je crois une des raisons du décrochage du pays en matière de recherche et en matière de recherche fondamentale, de recherche et développement et de sciences au total. Donc, voilà, ma thèse, c'est la disparition des sciences de l'espace public, que ce soit à l'école, mais aussi dans la haute fonction publique et dans les instances de gouvernance d'un certain nombre de champions économiques. J'ai une amie qui est une femme, une normalienne brillante, scientifique, qui est partie aux États-Unis pour y avoir des moyens qu'elle n'aurait pas eu en France, et qui m'expliquait qu'elle avait assisté à une conférence du fameux Elon Musk, vous savez, le patron et le créateur de Tesla, qui savait, parce que c'est un technicien, qui savait répondre à des questions extrêmement précises sur des questions très techniques et scientifiques,
ce qui probablement, selon elle, n'aurait pas été le cas avec peut-être un patron identique français qui aurait plus eu des réponses liées à l'état du marché. Et cette capacité d'avoir mis les scientifiques à la tête du pays ou d'un certain nombre d'instances importantes est une des explications, me semble-t-il, de la difficulté que nous avons eue à nous adapter rapidement à notre absence d'agilité. Donc voilà, ma thèse générale, elle est là, c'est la disparition de l'esprit scientifique. Ça a des conséquences sociétales majeures. Je sors du Covid, mais je crois qu'il n'est pas inintéressant peut-être de réfléchir au fait que, par exemple, les grands débats qui ont animé le pays et qui l'animent encore, vous avez entendu les débats sur le séparatisme, sont aussi, je crois, un des fruits de la disparition de l'esprit scientifique, puisque l'esprit scientifique vous permet, vous pousse forcément à douter, à vous remettre en question, et donc forcément à écouter l'autre et à changer éventuellement d'avis, bref, de se construire collectivement. Eh bien, il est très clair que quand vous êtes certain d'avoir raison, vous êtes certain que le reste du monde a tort contre vous, que vous ne vous posez pas de questions, l'antithèse donc de la démarche scientifique, eh bien, forcément, vous aboutissez à des démarches qui sont, par exemple, les démarches séparatistes, puisque la nation, et je crois que c'est un philosophe français récent qui décrivait un jour que la nation se fragmentait en tribus, c'est-à-dire de gens qui considéraient qu'ils n'avaient plus rien de commun les uns avec les autres, justement parce qu'ils ne doutaient plus. Donc moi, je suis pour le retour du doute dans l'espace public, qu'il soit industriel, politique également. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. Vous savez, j'ai été député européen durant 10 ans, et là-bas, quand on parle, on a le droit à 60 secondes. Alors, quand j'ai un micro, depuis que j'ai quitté le Parlement européen, je parle beaucoup trop, il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Je voulais toutefois, si vous me permettez, et me laisser 3-4 minutes supplémentaires, vous montrer quelques diapositives. Ah oui, mais est-ce que quelqu'un éventuellement pourrait m'autoriser à partager quelques photographies pour qu'on parle également de données, puisque vous m'avez dit que ça serait aussi le moment de faire un point sur la situation sanitaire. Je pense que l'organisateur doit m'autoriser à partager les photographies, si quelqu'un peut faire cette démarche. Sinon, je ne peux pas vous montrer. Je voulais vous montrer quelques diapositives. Je partage là. Ça y est. Attendez. Non, pas encore. Écran. Voilà. Je pense que vous devez m'autoriser. Voilà. Ah non, toujours pas. Voilà. Toujours pas. Je n'ai toujours pas le droit. Bon, attendez, je cherche. Quand vous allez sur mon nom, vous allez pouvoir trouver. Sur votre nom, oui, c'est ça la solution, je pense. Ouais, je crois. Excusez-moi, le temps de trouver. Je vous en prie. J'ai mis un peu de temps. Je vous nomme animateur, voilà. Oui, voilà. Ok. C'est bon, c'est parfait. C'est bon. Ouais. Alors juste, donc, si vous me permettez, juste profitons-en puisque nous avons cette possibilité de voir les choses ensemble. Je vais vous montrer celle-là, et puis évidemment celle-ci et celle-là, et puis celle-ci, et puis celle-ci. Donc, voilà, j'y vais terminer. La première diapositive que je voulais vous montrer, c'est celle concernant les doses. C'est très clair, on la voit, c'est bien. Voilà, ce sont les doses de vaccination délivrées dans un certain nombre de pays ou d'espaces géographiques. Donc, vous voyez que très clairement rapporté à la population. Hein. Donc, on peut tout à fait comparer. Les Israéliens sont champions du monde. Puis, il y a un gros bloc anglo-saxon, britannico-américain. Et puis, les Européens sont très loin derrière pour des raisons qu'on pourrait évoquer. Ça, c'est la première donnée. Donc, ça, typiquement, ça fait partie des données. Et il n'y a pas d'incertitude. La deuxième donnée qui ne devrait pas faire l'objet d'incertitude, mais c'est intéressant de voir qu'il y a encore des gens qui disent le contraire. Ce sont beaucoup de gens vous disent que c'est une grippette, tout ça, et que ce n'est pas très grave, qu'on en fait beaucoup trop. Il s'agit sur le temps très long d'un siècle, entre 1900 en bas à gauche et 2025 en bas à droite, du nombre de morts chaque année aux États-Unis. C'est pareil hein, quand on est en Europe avec des courbes un peu différentes au moment des guerres, mais globalement, on voit que tous les ans, on a vécu un peu plus longtemps parce qu'il y avait moins de morts. Et jusqu'en 2019, où c'est remonté, c'est la petite courbe rouge pointillée, à un niveau en 2020 à cause du Covid, qui est, quand vous tirez la ligne droite
pointillé en noir sur la gauche, vous la tirez, on revient jusqu'en 1950. Donc on a vraiment perdu 70 ans de gains de mortalité annuelle en quelques mois. Et vous voyez, l'incertitude sur les morts, en fait, elle est assez faible. Les faits sont malheureusement assez forts. Et pourtant, il y a des gens qui continuent à dire qu'au fond, ce n'est pas grave. La troisième certitude, c'est sur l'efficacité des vaccins. C'est d'ailleurs la bonne nouvelle. C'est quand on prend le vaccin sur la gauche, j'ouvre la courbe un peu plus grosse, c'est l'essai clinique qui a conduit à la démonstration de l'effet bénéfique du médicament Pfizer, du vaccin Pfizer. Vous voyez en bas, c'est marqué 0, 7, 14, 21, 28. C'est le nombre de jours qui s'écoulent après la première injection. Puisque vous savez qu'il y a 2 injections, une à 0 jours et l'autre à 21 jours avec le Pfizer. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a 2 groupes qui sont tirés au sort, c'est l'essai clinique. En bleu, ceux qui reçoivent le vaccin, et en rouge, ceux qui ont reçu du placebo, c'est-à-dire de l'eau salée, du sérum physiologique. Et très clairement, à partir du 14e jour, les 2 courbes diffèrent. Chaque petit rond rouge ou carré bleu, c'est un cas de Covid. Et vous voyez que très clairement, il y a très peu de cas de Covid. Il y en a quand même, mais très peu dans le groupe qui reçoit le médicament versus celui qui ne le reçoit pas. Et c'est la même chose avec le Moderna à droite, sauf qu'on a inversé les codes couleurs, le vaccin étant en rouge. Et donc, là aussi, sur la question de « je ne crois pas au vaccin qui est efficace », il faut aussi arriver à montrer des données. Et je crois qu'un des sujets de l'incertitude, c'est la confiance que l'on a dans ceux qui délivrent l'information. Et je pense qu'on a des efforts à faire sur la manière de délivrer l'information et une interrogation collective à avoir pourquoi il y a tant de doutes et de sentiments qu'on nous raconte des mensonges alors qu'il y a des données qui sont des données absolument solides. L'autre bonne nouvelle, c'est l'arrivée de ça, qui sont les autotests dont vous avez peut-être entendu parler depuis quelques jours. Enfin, c'est en Grande-Bretagne, on en délivre depuis le mois de février à tous les enseignants et après les lycéens et les collégiens. Ce sont des tests que l'on fait soi-même à la maison et qui permettent, et je crois que c'est un outil qui est un outil sanitaire, mais c'est aussi un outil de confiance et un outil de lutte contre l'incertitude de la connaissance, parce que cela force les gens, quand les gens ont à leur disposition cet autotest, ils se font eux-mêmes à la maison, eh bien, ils ont le sentiment de participer à l'épreuve collective et d'être des acteurs et pas des gens qui subissent des mesures qui leur sont imposées. Et je crois beaucoup, moi, pour lutter contre ce sentiment permanent d'incertitude que vous soulignez au début de votre exposé, je crois beaucoup à la nécessité d'impliquer les gens, et c'est en les impliquant, y compris par ces tests qu'ils font eux-mêmes, que finalement on embarque les gens dans une aventure collective et qu'on crée une confiance collective. Cet élément est un élément aussi important qu'il faut avoir en tête parce que celui-ci va faire parler de lui dans les mois et les années qui viennent, même après que l'épidémie soit terminée. C'est la question des séquelles du Covid. Vous savez que le Covid, soit on en meurt, soit on n'en meurt pas. Mais pour ceux qui n'en meurent pas, eh bien, l'affaire n'est pas terminée. Et quand on prend un groupe, je grossis, de 150 patients, N égale 150, outpatients sont des patients qui ne sont pas allés à l'hôpital. Donc des gens qui ont eu le Covid et qui ne sont pas allés à l'hôpital, donc des gens pas très graves par définition, eh bien vous avez dans la colonne en jaune, c'est marqué 18,7 et 14,0 en jaune et pas en jaune, je me suis trompé en jaunissant la ligne, c'est-à-dire 18 et 14, on est à 30%. Un tiers, ce sont des pourcentages, un tiers de la population, 6 mois plus tard, a toujours au moins un symptôme, donc il y a des séquelles importantes. Et la dernière ligne qui est surlignée, 29,3%, entre parenthèses, c'est 29,3% des patients pas graves du Covid ont 6 mois plus tard une activité qui est une qualité de vie qui est médiocre. Donc on voit bien qu'on va avoir pendant très longtemps à payer cette affaire. Enfin, dernier point, et j'en terminerai là-dessus, sur les questions d'incertitude. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'un des grands remèdes à l'incertitude, c'est la confiance que l'on a dans les gouvernants. Il y a un travail qui a été publié par Bavrez dans Commentaires, la revue de commentaires
dans sa livraison de l'été dernier sur la question des libertés publiques victimes du Covid et qui soulignait, avec un travail intéressant, que les pays où on avait fait le plus confiance à la population étaient ceux qui s'en étaient tirés le mieux. Et vous avez là un classement des pays selon qu'ils aient plutôt préservé leur économie, plutôt préservé leur population, plutôt préservé les deux, en vert en bas à droite, ou plutôt pas réussi à préserver ni l'un ni l'autre, en haut à gauche, les pays roses. Ce qui est intéressant sont les pays en bas à droite, les pays verts, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, population et économie plus préservées. Et je terminerai là-dessus. Lors d'une fameuse conférence de presse, il y a maintenant un peu moins d'un an, on a demandé au maire de Séoul, où il y avait très peu de victimes, mais monsieur le maire, quelle est la raison de votre succès? Est-ce que c'est que vous aviez beaucoup de tests? Est-ce que vous aviez beaucoup de masques? Est-ce que vous avez des lits d'hospitalisation? Et le maire de Séoul a dit non, mais vous n'avez pas compris. En fait, ce qui a marché chez nous, ce ne sont pas les tests, ce ne sont pas les masques, ce ne sont pas les lits de réanimation, c'est rien de tout ça. Ce qui a marché chez nous, c'est la confiance. C'est-à-dire que nos concitoyens ont eu confiance dans les instructions qu'on leur donnait. Et quand ils ont eu confiance, eh bien, évidemment, le pays s'est organisé et d'une manière a été beaucoup plus efficace dans la lutte contre le Covid. Voilà, donc je voulais en terminer par là. Je pense qu'il y a un lien étroit entre incertitude, disparition de l'esprit scientifique et absence de confiance. Merci. Merci, monsieur le professeur Juvin, pour cet exposé formidablement clair et cet éloge de l'esprit scientifique. Alors, vous avez fait l'éloge des polytechniciens. Vous en avez un dans la salle, en tous les cas, c'est Bernard Perret. Donc, il va pouvoir vous répondre à la fois sur cet hommage et puis sur son approche de cette question de l'incertitude. C'est à vous, Bernard. Merci de rappeler à tout le monde de couper les micros, s'il vous plaît. Notamment Catherine. Moi? Il y a plein de micros ouverts. Il y a plein de micros ouverts encore. J'ai pas de micro, moi je suis sur téléphone. J'ai pas de micro, je suis sur téléphone. Oui, mais c'est pour ça. Bon, enfin bref. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut Bernard, que je fasse? essayez de couper le son de ton téléphone. Oui. L'animateur peut couper. Ah oui, mais alors je vous entends plus dans ce cas-là. Ne pas parler. Et oui, Voilà. je parle pas. Je ne dis rien. Évitez de faire la vaisselle au même moment. Bernard. Bonjour François, bonsoir à tout le monde. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Je vais passer un diaporama parce que j'ai pensé que le temps étant limité, c'était plus simple pour dire à peu près ce que j'avais à dire. Est-ce que tu peux mettre ta caméra, Bernard? On ne te voit pas. Ah zut, voilà, c'est bon. Oui, donc je vais te demander de me laisser le partage de l'écran, voilà, pour que je puisse. Oui, tout à fait, oui. Immédiatement. Alors, je commence par une boutade, parce que, bien entendu, quand le professeur Juvin parlait des fonctionnaires polytechniciens qui avaient perdu de l'influence, je ne pouvais que boire du petit lait, puisque, effectivement, je suis polytechnicien et j'ai fait toute ma carrière dans l'administration. Mais enfin, bon, j'y reviendrai. La culture scientifique est évidemment absolument nécessaire et utile, et en particulier, moi qui ai une formation de statisticien, je ne peux qu'être d'accord avec le fait que la maîtrise la compréhension de la notion d'incertitude est quelque chose qui fait gravement défaut dans notre société. Bon, cela étant, la culture scientifique est nécessaire, mais elle n'est pas forcément, elle n'empêche pas le déni, comme j'aurai l'occasion de le redire. Je n'ai toujours pas droit au partage d'écran. Attends, je fais le nécessaire. Alors, je poursuis par une autre boutade, une plaisanterie, justement, à propos de cette histoire de polytechnicien. Dans l'inspection générale du ministère de l'écologie, où j'ai terminé ma carrière, il y avait à peu près une parité entre polytechniciens et énarques. Et une plaisanterie qui circulait
à propos des ingénieurs des ponts et chaussées, qui étaient majoritairement des polytechniciens, c'était connaissez-vous la différence entre un train et un ingénieur des ponts? Et la réponse, c'était eh ben, la différence, c'est quand le train déraille, il s'arrête. Donc, c'est pour mettre une note d'humour et pour signaler que même les scientifiques, ou du moins certains d'entre eux, sont conscients du fait que la science est nécessaire, mais malheureusement, elle n'empêche pas l'aveuglement et le déni. Chez eux, hein. Alors évidemment. J'ai toujours pas l'écran partagé. Je cherche la solution, là, Bernard. Excuse-moi. Hein. Mais quand je clique sur ton nom, je reçois les messages de conversation. Alors, mais je suis un peu embarrassé. Mais... Je me demande si vous ne devez pas me déconnecter comme hôte. C'est peut-être ça la solution. Oui, peut-être ça. Mais voilà. je cherche la solution, là aussi. Du coup, je vais regarder si je ne peux pas le faire, moi. Attends. Oui, je peux. Ça y est, je peux vous nommer. Ça devrait marcher. Bon. Regardez, bon, ça marche. Bernard, ça y est. Oui, c'est bon. Voilà, ça marche. Voilà. Merci. Alors, c'est bon. Voilà. Donc, la preuve qu'on a besoin de scientifiques. Hein. Voilà. J'ai intitulé donc ma présentation en élargissant un peu la question, l'impact de la crise sanitaire sur notre vision de l'avenir. Bien entendu, j'ai bien compris que le sujet c'était la crise sanitaire, mais évidemment comme moi mon grand sujet c'est l'écologie et la crise environnementale, je ne peux pas m'empêcher de faire de mettre en perspective en quelque sorte ces deux menaces et d'essayer de montrer comment il y a des leçons qui se dégagent de cette crise sanitaire qui sont de vrais sujets de réflexion vis-à-vis de la crise écologique. Donc voilà, ça c'est les principaux thèmes, comme vous voyez, un peu général, puisque je terminerai par une ouverture un peu philosophique sur dans une situation qui a des aspects extrêmement dérangeants et qui nous place dans une situation d'incertitude radicale, comment réenchanter l'avenir, comment modifier nos grands récits qui donnent sens à toutes nos actions collectives. D'abord, quelques leçons un peu générales, hein, je m'excuse, mais qui sont tout à fait évidentes. Cette pandémie, sinon imprévisible, du moins imprévue, nous rappelle que l'histoire est faite d'événements imprévus. Les fameux signes noirs qui changent parfois radicalement la trajectoire d'une histoire collective. Et puis, mais enfin, et tout de suite, on doit se demander, est-ce qu'on est, en l'occurrence, face à l'imprévisible ou face à l'incroyable? Parce que, après tout, la question, il y a quelqu'un qui continue à parler, là, il y a un bruit qui perturbe. Il y a quelqu'un qui parle en permanence, c'est très désagréable. Il faudrait qu'elle arrive à couper son micro. Ouais. Normalement, l'animateur peut couper les micros de tous les participants, de tous les non-participants. Oh. Oui. Je vais chercher la solution, oui. Alors, oui, donc, il y a la question de l'imprévisible, mais il y a aussi la question du déni, c'est-à-dire la question, la fameuse phrase de Jean-Pierre Dupuis, nous ne croyons pas ce que nous savons. Parce qu'après tout, la question du déni, elle se pose bel et bien, puisque en fin 2019, on avait déjà pas mal d'éléments qui nous permettaient de prévoir ce qui allait se passer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu un retard à l'allumage de la société, mais aussi des gouvernants, et qui illustre ce fait qu'il ne suffit pas d'avoir des informations pour y croire et pour en tenir compte. Et on voit bien que ça n'est pas... je suis d'accord avec ce que disait le professeur Juvin, que c'est, pour une part,
ça renvoie à des déficits de culture scientifique, mais enfin, c'est tout de même pas si simple parce qu'on voit que il y a des gens qui peuvent être bardés de diplômes scientifiques et faire preuve d'aveuglement ou de déni. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette affaire illustre l'art difficile, la difficulté de gouverner en situation d'incertitude. Et un des problèmes, justement, pour les citoyens, une vraie difficulté pour les citoyens, c'est qu'il est très difficile de bien comprendre la différence entre l'incertitude incompressible, c'est-à-dire le fait qu'on ne sache pas comment ce virus va évoluer, qu'il y ait des vraies questions, des vrais dilemmes complexes, mais en même temps, les gens sentent bien aussi qu'il y a parfois du déni, du manque de prévision, etc. Donc, arriver en tant que citoyen à... On peut comprendre qu'il y a une grande confusion dans la tête des citoyens quand ils cherchent à évaluer l'action de leurs gouvernants. Parce qu'en effet, on est bien obligé de constater mais je ne critique pas spécialement notre gouvernement, parce que je pense que c'est une remarque qui est sûrement assez générale, hein, c'est la difficulté qu'il y a à ne pas être toujours en retard sur les événements. Si vous permettez un exemple personnel, j'ai récupéré hier mes enfants, mon fils et ses enfants qui sont au Brésil. Lui a eu le Covid et ils sont rentrés pour télétravailler en France et ils sont rentrés dans un des derniers avions autorisés et leur réflexion c'était c'est incroyable que cette décision a été prise dans l'urgence alors que ça fait au moins plusieurs semaines ou plus que l'on sait que la situation au Brésil est en train de devenir chaotique. C'est vraiment très étonnant que cette décision ait été prise comme ça dans l'urgence, qu'elle n'ait pas du tout été anticipée depuis plus longtemps, etc. Bon, bref, je n'insiste pas. Évidemment, s'il y a des Français. Toujours est-il que... On interdit aux avions venant du Brésil de s'atterrir en France. Bon, est-ce qu'on peut me laisser parler tranquillement? La tentation du déni. Oui, de même. Là, j'interviens là pour demander à ceux qui ont leur micro allumé de l'éteindre. Parce que c'est extrêmement désagréable. Les propos de Bernard sont hachés systématiquement par des interventions intempestives. L'animateur peut éteindre tous les micros. L'animateur peut le faire. Il faudrait qu'il le fasse. Mais je veux bien, mais dites-moi comment alors. En passant sur le nom de chaque personne et en mettant muet. Je vais le faire. Non, mais on va tout mettre. Regardez, ça y est. C'est bon? Je désactive le son de tout le monde, mais attention, M. Perret, je crains de vous désactiver aussi, on va bien voir, et on essaie. Voilà, alors je crois que tout le monde est interdit, et maintenant, M. Perret, je vous redonne la parole, là, c'est bon? Ouais, ça marche. Voilà. Ouais. Bon, donc voilà, je voulais insister sur ce problème du déni, c'est-à-dire ce fait que nous ne croyons pas ce que nous savons. Et évidemment, moi, j'ai surtout beaucoup réfléchi sur la question du déni en matière climatique, mais dans ce qui nous est arrivé depuis 1 an et demi et dans tous ces retards à l'allumage, on voit aussi qu'il y a beaucoup de déni. Il y a le fait qu'on ne veut pas se résoudre, on pense toujours qu'on va passer à travers les gouttes, qu'on va éviter les mesures difficiles, donc il y a quand même un certain attentisme qui relève de la difficulté qu'il y a à s'approprier, à intérioriser une réalité qui nous dérange. J'ai une citation là qui est assez intéressante pour illustrer ce côté refus de ce qui paraît invraisemblable, quoi. Refus de se mettre face à une situation qui n'avait pas été, qui paraît extraordinaire. C'est une citation
journaliste Elisabeth Lévy dans Figaro Vox en 10 mars 2019. La menace climatique existe, mais si elle était aussi mortelle et imminente que ce qu'on nous dit aujourd'hui, l'armée patrouillerait déjà dans nos rues pour nous imposer une quasi-abstinence énergétique. On dirait donc que ceux qui nous parlent de fin du monde n'y croient pas eux-mêmes. C'est assez rigolo de lire ça avec un moment où la police est dans les rues pour empêcher les gens de sortir de chez eux. Je trouve que ça montre bien à quel point nous manquons d'imagination face à des événements qui peuvent nous déranger beaucoup plus que nous l'attendons. Alors, une des questions que je mentionne, mais je vais aller très très vite, c'est évidemment on peut se demander si cette pandémie pas une répétition générale de crises qui vont se multiplier avec les changements climatiques et les crises environnementales. Un scientifique, un blogueur scientifique a même employé l'expression « c'est une carte postale de l'avenir ». C'est ce qui est quand même évidemment assez inquiétant. Alors, bien entendu, il y a les interrogations. Est-ce que la pandémie n'est pas, dans une certaine mesure, une crise environnementale avec la déstabilisation de certains... la destruction de certaines zones naturelles qui met en contact l'homme et certaines espèces animales, donc le risque de voir exploser les zoonoses, qui en tout cas faisaient bel et bien partie des choses qui étaient mentionnées au titre des risques climatiques. Le deuxième point qui rapproche ces deux crises, c'est on voit que des changements drastiques dans nos habitudes et nos modes de vie peuvent se révéler nécessaires et donc possibles, confère la citation précédente. Mobilité, télétravail, sobriété, décroissance de la production, etc. Tout ça, ce n'est pas de la science-fiction, ça peut arriver. Troisièmement, la raison économique pèse peu face aux impératifs de survie biologique. C'est-à-dire quand on a compris que ce qui était en jeu, c'était ni plus ni moins que la vie et la mort d'une population, eh bien, la rationalité économique, sacro-sainte rationalité économique, et ben, finalement, on lui force la main, on trouve les moyens de la subordonner. Une autre chose très importante pour moi, c'est qu'on voit que la combinaison gagnante, et je pense qu'on le verra encore plus avec les variants qui risquent de compliquer une sortie purement, là je parle sous le contrôle du professeur Juvin, mais d'après ce que je peux lire ici ou là, on a quand même l'impression qu'avec cette course-poursuite entre les variants et les vaccins, il se pourrait que la sortie définitive ne soit pas, nécessite à la fois de la technoscience, des vaccins, des programmes médicaux, de la solidarité internationale pour que tout le monde soit vacciné, de la coopération pour qu'il y ait une certaine harmonisation des mesures et synchronisation même de certaines mesures face à la crise, et puis plus d'autocontrôle social. Je mets contrôle social entre parenthèses auto pour montrer qu'il y a à la fois de l'hétéro et de l'autocontrôle social pour continuer à avoir des gestes barrières au moins pendant un certain temps. Et c'est exactement le genre de choses dont je suis absolument convaincu, et je pourrais le démontrer facilement, que c'est une combinaison sans laquelle nous ne ferons pas face au changement climatique, par exemple. Et enfin, l'humanité est une communauté de destin. On assiste à une radicalisation des interdépendances. Bon, ça, c'est juste pour dire que quand je parle du déni, je pourrais en parler longuement. Je vais citer, voilà, c'est peut-être ce graphique qui est le plus impressionnant, qui montre l'évolution de la concentration en carbone de l'atmosphère, et on voit que toutes les mesurettes que l'on prend ne changent pratiquement rien dans cette courbe. Donc on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet pour la lutte contre le changement climatique. Et pour revenir à notre débat précédent, il y a tout de même beaucoup de gens bardés de diplômes et de culture scientifique qui cultivent quand même une certaine forme de déni par rapport à cette réalité. Et ça, par exemple, c'est très parlant parce que ça montre que les émissions mondiales de CO2, eh ben, elles croissent normalement,
tendanciellement, sauf quand on a une crise comme celle qu'on vient de connaître qui brutalement met fin à la croissance. Donc ça illustre le fait que ce lien entre croissance et, au sens où on le connaît, et les émissions de gaz à effet de serre, ben, jusqu'à preuve du contraire, c'est un lien très robuste. Mon troisième point, c'est de montrer qu'on est, on est face à un ébranlement social et culturel profond qui va remettre en cause notre rapport au temps, notre rapport à l'avenir. D'abord, les conséquences économiques et sociales seront de grande ampleur. Un grand nombre d'entreprises vont mettre la clé sous la porte. Des métiers vont être absolument sinistrés. Des professions vont être sinistrées. Des jeunes qui ont misé toute leur formation sur l'aérien ou sur le tourisme international, etc., ont beaucoup de soucis à se faire. Bon, il y a des impacts sur l'immobilier de bureau, enfin plein de choses. On voit qu'on est face à une crise de l'idée de progrès, c'est-à-dire qu'on voit que le progrès peut s'interrompre, et le professeur Juvin a montré cette évolution de l'espérance de vie qui peut s'inverser. Enfin, on a une courbe qui peut très bien s'inverser. On voit qu'on a une crise des valeurs du libéralisme, ou du moins la révélation de la fragilité de ces valeurs du libéralisme. On voit que ce ne sont pas les traders qui sauvent les vies, par exemple. Donc, c'est aussi des nouvelles échelles de valeurs qui s'imposent un peu dans la tête des gens. Mais en revanche, on voit tout ça, évidemment, ne dessine pas d'alternative. Et tout ce qu'on disait lors du premier confinement sur la vie d'après, le monde d'après, ben pour l'instant, le monde d'après, c'est un slogan évidemment totalement creux. Et tout ça aura des conséquences extrêmement incertaines. Hein. Pour le coup, l'incertitude, elle est majeure sur la vie politique et le climat culturel. Donc, on voit qu'on est passé des tentations, des projections plutôt optimistes sur le monde d'après à un climat plutôt dépressif et à un certain nombre de tentations nihilistes et apocalyptiques dont je vais maintenant parler sous forme de fuite en avant, de survivalisme, de transhumanisme ou de différentes formes de vision purement cynique de l'avenir. Alors, le professeur Juvin a dit beaucoup de bien d'Elon Musk. Et ben, ça tombe bien parce que moi, cette citation est complètement à charge pour Elon Musk, parce qu'elle illustre pour moi la fuite en avant. C'est ça. Il faut la lire, cette citation. Hein. Ce qu'elle dit, c'est qu'au fond, les problèmes de l'humanité sont trop déprimants et que plutôt que de se déprimer à essayer de résoudre les problèmes de notre pauvre Terre, eh bien, il vaut beaucoup mieux fantasmer sur la conquête d'autres planètes, alors que n'importe quel scientifique qui réfléchit un peu à cette question, pour le coup avec un esprit froidement scientifique, sait très bien que la conquête de l'espace n'apporte aucun élément de solution concret aux grands problèmes de l'humanité, et en particulier à la crise écologique. Comment vivrons-nous, comment les terriens se nourriront, habiteront, se déplaceront dans les décennies ou à échéance d'un siècle. Et je pense que tout ce que nous fait miroiter Elon Musk n'a aucune espèce de pertinence, enfin, je serais prudent, peu de pertinence à échéance de ce siècle par rapport à nos problèmes. Alors, on voit dans ce climat un peu dépressif quand même, hein, on voit des choses qui montrent que certains n'hésitent pas à radicaliser le pessimisme et le côté nihiliste de la situation. Je renvoie à un essai assez perturbant de Pierre-Henri Castel, Le mal qui vient, essai hâtif sur la fin des temps, qui imagine ce qui se passera le jour où l'humanité se trouvera dans une espèce d'impasse et où la fin de la civilisation, la fin du monde sera devenue une espèce d'horizon à échéance de quelques générations au mieux. Bon. Et il écrit une espèce d'involution morale, de cynisme généralisé, de violence. Et on a cette phrase qui est magnifique, mais qui est absolument terrifiante.
mais en même temps qui appelle justement le doute et la réfutation par son excès. La scène finale ne sera pas juste une scène de crime, mais une scène où, en plus, le rideau tombe sur toutes les scènes de crime. Si une telle fin devait se produire, il est clair qu'elle annulerait rétroactivement la totalité du bien accompli par l'espèce humaine depuis son origine. Tout aura donc été vain. Bon, je trouve cette phrase vraiment intéressante parce qu'elle met au défi, au fond, de produire un récit de l'avenir. Et on voit à quel point l'humanité ne peut pas se passer de récit d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a aussi tous ceux qui prévoient un effondrement, non pas de l'humanité en tant que telle, mais des institutions. Il y a un effondrement politique, en quelque sorte, ce qui est pas tellement plus réjouissant. Et je termine en esquissant des choses qui sont beaucoup plus développées dans mon livre, qui est de dire, bon, dans une telle situation, comment est-ce qu'on rebâtit une vision, comment est-ce qu'on habite le temps, comment est-ce qu'on habite l'histoire finalement. On voit bien que on est face à un vrai défi qui est un défi de sens, un défi culturel, mais aussi un défi politique, un défi d'invention de nouvelles formes d'action collective. Pour faire face à des crises globales, les formes de coopération, de solidarité, de partage et d'autodiscipline, mais aussi de convivialité et de créativité qu'il va falloir mettre en œuvre, vont bien au-delà de ce dont les humains se sont montrés capables jusqu'à ce jour. Et par rapport à ça, j'ose proposer une perspective qui est une perspective spirituelle, c'est-à-dire de dire, au fond, on est dans une situation qui, à certains égards, est une situation apocalyptique, mais à condition de prendre apocalyptique, non pas au sens de fin du monde, mais au sens de révélation, de dévoilement, c'est-à-dire de moments de vérité où de nouvelles choses, de nouvelles perspectives peuvent nous être révélées. Et dans mon ouvrage, je développe l'idée qu'on peut lire la civilisation, le développement de l'histoire humaine comme un processus apocalyptique, c'est-à-dire comme un processus dans lequel de nouvelles ressources culturelles ont émergé face à des impasses et face à des nécessités de trouver d'autres formes de lien social et d'autres manières de donner du sens à la vie collective. Et ce qui va dans ce sens, au fond, c'est que malgré tout, il y a une leçon optimiste qu'on peut tirer de la pandémie, c'est que nous ne savons pas de quoi nous sommes capables. Nous ne savions pas, par exemple, que nous pouvions faire ce que nous faisons ce soir, notamment, c'est-à-dire fonctionner essentiellement en distanciel, enseigner pendant plus d'une année, faire cours aux enfants en distanciel. Et je peux vous dire que pour avoir cet après-midi fait l'école à mes petits-enfants avec des enseignants qui étaient à Sao Paulo, je peux vous dire que c'est quand même un peu un exploit. Enfin, ça demande un investissement, c'est des choses assez exigeantes, il ne faut pas se le cacher. Et donc, tout ça, au fond, peut déboucher sur une philosophie, une spiritualité de l'événement. Pour finir, je vous livre un peu en vrac un certain nombre de citations qu'il faudrait commenter longuement, mais je vous les livre et on pourra y revenir. C'est au fond des citations qui jalonneraient une réflexion, cette réflexion sur la recherche d'un nouveau récit. C'est d'abord Norbert Elias, qui est le grand nom de la sociologie historique, qui a écrit des livres sur le processus de civilisation, dans lequel il insiste sur le défi qu'a constitué la violence et l'apparition de nouvelles formes d'interdépendance tout au long de l'histoire, et donc l'inventivité, la créativité culturelle dont il a fallu faire preuve pour s'adapter à cette situation. Donc, l'interdépendance entre les hommes donne naissance à un ordre spécifique, ordre plus impérieux et plus contraignant que la volonté et la raison des individus qui y président. Bon, vous voyez que tout ça s'applique à la crise sanitaire. Il est possible que si cette crise dure et nous pose des questions
n'est pas résolue miraculeusement par les vaccins, il est possible qu'elle nous oblige à des formes d'action collective dont nous n'avons pas encore, qui nous paraissent aujourd'hui difficiles à mettre en œuvre. Voilà une citation de Kant à propos de la Révolution française. Un tel phénomène dans l'histoire de l'humanité ne s'oublie plus parce qu'il a révélé dans la nature humaine une disposition et une faculté pour le mieux telle qu'aucun politique n'aurait pu, avec toute sa subtilité, la dégager de la marge des événements jusqu'à ce jour. Donc ça va dans le même sens. Hein. C'est l'événement qui révèle un sens nouveau, qui révèle de nouvelles manières d'agir collectivement. Dans le même sens, une citation d'Henri Bergson à propos de l'entrée en guerre de la France en 1914. « Malgré mon bouleversement, et bien qu'une guerre même victorieuse m'apparut comme une catastrophe, j'ai éprouvé un sentiment d'admiration pour la facilité avec laquelle s'était effectué le passage de l'abstrait au concret. Qui aurait cru qu'une éventualité aussi formidable pût faire son entrée dans le réel avec aussi peu d'embarras? Cette impression de simplicité dominait tout. » Et puis je termine par une note plus spirituelle, plus chrétienne, qui renvoie à toute l'anthropologie apocalyptique de René Girard, qui au fond est une vision de l'histoire humaine et du développement de la culture humaine, qui est une histoire jalonnée d'événements, de crises et d'impasses. Au fond, c'est un peu comme Elias, mais avec une échelle de temps beaucoup plus grande, puisque Girard s'est intéressé aux grandes révélations spirituelles, aux grands événements spirituels et au processus d'humanisation et au risque de guerre nucléaire, et tous les changements qui pourraient en résulter, et tout ça dans une perspective spirituelle. Et voilà cette citation qui peut être mise en relation avec les citations précédentes, en quelque sorte. Hein. Dans l'univers chrétien, tout est toujours relecture à partir de la fin et en fonction de cette fin qui révèle l'erreur des perspectives antérieures. Voilà, j'ai fini. Merci Bernard. Avant de vous donner la parole à tous, je voudrais poser une question aux deux intervenants. La question est simple. Elle part de cette réflexion que, par exemple, le Conseil national de la résistance a préparé le cadre futur de la France après la libération. La question, le parallèle est suivant. Comment s'y prendre pour commencer dès maintenant à construire les cadres de la vie de demain? Le professeur Juvin peut-être sur l'aspect scientifique, mais pas que. C'est une question intéressante. Écoutez, d'abord, d'une perspective historique, quand vous prenez l'exemple de la peste de 1346, qui, je vous le rappelle, a tué jusqu'à un quart de la population européenne, un quart du Parlement de Paris est mort durant cette affaire-là. Donc, on est sur quelque chose d'une immense ampleur. Après la peste, il y a eu évidemment une destruction des structures sociales, une destruction des structures économiques, et en revanche, le début de ce qu'on appellera ensuite la Renaissance, c'est-à-dire la redistribution des richesses, la recréation de nouvelles structures, etc. Donc, moi, je ne suis pas pessimiste, je suis plutôt optimiste. Je pense que nous reconstruirons quelque chose. Comment s'y préparer? Je pense que d'abord, il faut faire une analyse froide de ce qui s'est passé, de nos erreurs, de nos réussites. Il y a des réussites dans l'affaire, pardon, mais le fait que nous ayons fabriqué un vaccin en quelques semaines, le fait qu'il y ait une collaboration internationale, oui, le fait qu'il y ait une mobilisation des pays les plus riches pour fournir des vaccins aux pays les plus pauvres, quelles que soient les insuffisances, et on pourrait y revenir là-dessus, évidemment, tout n'est pas rose, sont des éléments d'optimisme et qui montrent qu'il y a des gens qui pensent déjà à demain. Donc, comment on fait? Je pense qu'on tire les leçons, on reconnaît ses erreurs, c'est très important.
on essaye de les corriger, on tire les leçons sanitaires, les leçons de formation, on essaye de comprendre pourquoi, par exemple, dans notre pays, nous avons raté les deux grandes ruptures scientifiques de cette crise que sont les vaccins ARN messagers et le séquençage en haute fréquence qui permettent d'identifier les variants. On les a ratés dans notre pays, pas ailleurs. Pourquoi? C'est en se posant ces vraies questions que nous apportons des éléments de réponse. Voilà, donc je pense qu'il y a une part d'interrogation et j'allais dire de mea culpa quand c'est nécessaire, mais d'identification de là où nous avons été insuffisants et là où nous avons réussi, parce qu'il y a des choses qui ont été réussies. Je parlais des vaccins en particulier. Bernard, sur la même question. Oui, eh bien, d'abord, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le professeur Juvin sur l'aspect retour d'expérience. Effectivement, il faut bien sûr commencer par regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et avec une grande lucidité, en évitant… le problème, c'est qu'il faut éviter le piège des boucs émissaires, il faut éviter que ça paraisse comme des mises en accusation de personnes et ou de gouvernements. Il faut déjà accepter que tous ces problèmes de dysfonctionnement, de choses qui marchent ou ne marchent pas, ont un caractère essentiellement systémique et collectif. C'est une des grandes choses que j'ai appris en faisant de l'évaluation des politiques publiques et que j'ai essayé d'inculquer, de faire savoir à travers les questions d'évaluation de politique publique, c'est que comprendre, c'est pas la même chose que juger. Il faut d'abord comprendre comment des systèmes fonctionnent ou dysfonctionnent avant de vouloir emmener les gens devant les tribunaux. Et ça, c'est vraiment très important. Mais j'ajoute un deuxième aspect, c'est qu'il faut aussi, à mon avis, travailler sur l'imaginaire, c'est-à-dire essayer de se projeter dans un monde où la coopération internationale se fasse de façon à beaucoup plus grande échelle, où des formes de civisme puissent se développer, où les gens fassent davantage… Par exemple, la question de la confiance dans les institutions est une question absolument centrale. Il faudrait vraiment se demander pourquoi, en France notamment, on a cet atavisme qui est ce degré de confiance aussi faible à l'égard des pouvoirs et des institutions. Voilà, par exemple, le genre de choses, de questions à se poser. Et encore une fois, j'insiste une nouvelle fois, c'est très important de mettre en perspective cet événement que nous vivons et dont nous ne sommes pas encore sortis, et d'autres crises systémiques, globales qui sont devant nous. Merci Bernard. Écoutez, on va procéder comme la fois précédente. Allez-y directement, posez vos questions en vous cédant poliment la parole les uns aux autres pour éviter des chevauchements incongrus. Qui pose la première question? Aux intervenants. En fait, là, c'est signalé. Allez-y. C'était très riche, donc il y a de la matière. Allez-y, c'est le premier pas qui coûte. Allez, on va commencer. Ouais. Alors, merci beaucoup à ces deux interventions. Moi, je pense tout de même qu'on est effectivement dans un sentiment de crise, un sentiment apocalyptique, de révélation en même temps de grandes difficultés, parce qu'on passe d'un monde à un autre. Un monde pyramidal, d'accélération, de croissance, à un monde d'ajustement. Ajustement des temporalités, on a vu que c'était un gros problème. Voilà, aujourd'hui, dans cette crise, ajustement des uns et des autres, comment dire, les interférences,
ont augmenté, les interdépendances sont plus fortes, et donc passer d'un monde dans un autre, c'est quelque chose d'extraordinairement compliqué qui convoque aussi beaucoup l'imaginaire, comme l'a dit Bernard, où le global est plus fort et le local est plus fort. C'est ce qu'on a appris avec cette crise, c'est qu'on reste chez soi et en même temps on voit tout le monde. On est beaucoup plus nombreux à se parler. Voilà, donc ça va influer inévitablement sur nos systèmes de gouvernance. Ils sont très pyramidaux et ils devront fonctionner de façon maillée coopérative, beaucoup plus que pyramidale descendante. Voilà, moi je pense ça, je pense que voilà, je soumets cette idée aux uns aux autres. Professeur Juvin, sur cette question. Écoutez, moi je partage tout à fait cette affaire. Moi, je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les démocraties qui ont le mieux réagi à l'épidémie sont celles qui ont assuré un fonctionnement normal des pouvoirs publics et des contre-pouvoirs. Je viens d'une famille politique, puisque je suis maire Les Républicains d'Agarenne-Colombe, qui a dans son ADN la défense des institutions de la Ve République, mais je suis un peu en décalage par rapport à ma propre famille. Je considère que nous avons des institutions qui ne font pas la part belle au contre-pouvoir. Et d'ailleurs, le régime des ordonnances peut paraître quelque chose d'absolument ahurissant. Dans cette affaire, les ordonnances, le Parlement qui a abdiqué son pouvoir de contrôle, le Conseil constitutionnel qui, on pourrait y revenir, enfin, sera très critiqué après la crise, le Conseil d'État qui a écarté de nombreux référés et qui a même non pas proportionné les atteintes aux droits individuels, mais a durci les règles de confinement. Donc moi, je crois qu'il faut sortir de tout ça, l'idée que les contre-pouvoirs, le principe de délibération démocratique, la décentralisation, travailler avec les acteurs de terrain, la société civile, faire appel au civisme des citoyens plutôt que les soumettre à un arbitraire. Moi, je crois que c'est ça la voie que nous devons imaginer pour demain. J'ai été très frappé, pour tout vous dire, de la capacité des Français à accepter d'être aussi tenus. Je pensais que nous étions un peuple un peu plus rebelle. Finalement, pas tant que ça. J'espère qu'il va sortir de cette crise aussi une réforme institutionnelle pour plus de pouvoir donné au contre-pouvoir. Merci. Bernard, sur le même sujet. Oui, je serais tout à fait d'accord, bien sûr. Hein. Il faut d'une certaine manière, approfondir la démocratie en augmentant, en donnant plus de poids au contre-pouvoir. J'ajoute un élément qui complète et qui fait le lien avec l'idée qu'on développait avant de retour d'expérience, c'est que ce retour d'expérience, il devrait comporter un aspect comparatif. C'est-à-dire qu'il faut que les Français sortent de leur suffisance hexagonale qui les porte à croire que finalement ce que font les autres c'est pas vraiment pour nous. Là je pense vraiment qu'il faut en sortir, hein. Là si on n'a pas compris qu'on n'était pas les meilleurs, enfin en tout cas que certains au moins sur certains points étaient meilleurs que nous, vraiment c'est qu'il y a du souci à se faire, hein. Je pense vraiment là les Français notamment sur le fonctionnement de la démocratie, sur comment bâtir un rapport aux institutions. J'ai plus des images, mais j'entends. Il faut absolument que les Français sortent de leur côté chauvin et puis qu'on aille regarder ce qu'ont fait y compris les Asiatiques, qui certes ne sont pas comme nous, ça c'est une banalité de dire, mais enfin, il y a quand même des choses à prendre, y compris des Asiatiques, c'est évident. D'autres questions Jean-Pierre Duport. Jean-Pierre Duport, est-ce que je peux parler? Bien sûr, oui, allez-y. Oui, j'avais une question à poser aux deux intervenants. Il y a dans les réactions de par le monde des replis nationalistes et aussi une solidarité qui a été évoquée notamment par rapport à la question des vaccins qui se développe, et on peut même penser que la réponse de l'Europe a été plutôt
plutôt positive. Est-ce que les deux intervenants pensent que l'une à l'autre de ces deux tendances, donc le repli nationaliste ou le développement de la solidarité internationale, qu'est-ce qui va l'emporter? Quels sont pour eux les éléments porteurs qui permettraient de faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre? Écoutez, bon, d'abord, ce qui a déjà marché, objectivement, c'est au contraire l'échange entre États. Et il y aurait pas nous n'aurions pas, prenons l'exemple de la France, nous n'aurions pas en France de vaccin si chacun avait défendu son petit nationalisme sanitaire, puisque nous n'avons pas trouvé, inventé, développé, etc. Donc, d'une certaine manière, l'antinationalisme a déjà gagné. Maintenant, il est vrai, mais on l'a dit tout à l'heure dans nos exposés respectifs, que ce n'est pas parce que quelque chose se réalise qu'il est reconnu comme existant par tous. C'est ce qu'on appelle la mise en doute des évidences. Qu'est-ce qui va gagner in fine? Tout dépendra, je crois, de la rapidité, de notre capacité à résoudre la crise. Si nous arrivons à résoudre la crise par la collaboration entre pays, l'échange d'informations, comme nous sommes en train de le faire, par la coopération, c'est-à-dire que quand un pays verra, par exemple, un variant se développer sur son territoire, mettant en jeu l'efficacité de la vaccination préalable, et indiquera à ses voisins que quelque chose de dangereux est en train de se passer, prendra des mesures adaptées, etc. Bref, que tout le monde jouera un jeu collectif, les choses iront. Il est vrai que si les gens commencent à laisser prospérer sur leur territoire des variants sans en informer leurs voisins, etc., là, nous aurons un échec des politiques communes. Et vous savez bien, quand il y a un échec, eh bien, on se replie sur soi-même en disant qu'on sera mieux protégé, ce qui est évidemment faux. Donc, tout dépendra du succès des choses. Mais jusqu'ici, objectivement, nous avons une leçon pour montrer que le nationalisme sanitaire n'est pas une réussite. Bernard? Oui, alors, moi, j'ai quand même une petite inquiétude d'abord parce que j'ai peur que les cafouillages, enfin, la comparaison entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne en matière de taux de vaccination ne servent d'argument justement à certains pour dire, voyez, un pays qui fait cavalier seul finalement, et il s'en sort mieux, l'Europe nous a freinés. Enfin, j'ai peur que cet argument ait un certain poids aux yeux de certains. Enfin, par ailleurs, sur un plan plus général, c'est évident qu'il y a eu beaucoup de coopération, notamment évidemment entre les scientifiques. Il y a eu notamment des nouvelles pratiques de diffusion des recherches en cours qui sont quand même des signes très positifs. Mais enfin, d'un autre côté, il y a quand même des choses qui sont lamentables. Par exemple, l'absence totale de coordination, y compris au niveau européen, dans la gestion des frontières. Enfin, les restrictions aux frontières ont été prises d'une manière générale, de manière purement unilatérale, ce qui me paraît vraiment pas souhaitable. Et puis un autre point, c'est que moi j'étais persuadé au début de cette pandémie que l'un des effets absolument incontournables, ça serait le renforcement de l'OMS. Je dis, bon, l'OMS va retrouver une deuxième jeunesse, ça va être l'occasion que jamais de renforcer au moins cet aspect-là du multilatéralisme. Or, là, je parle sous le contrôle de Dr Juvin, je n'ai pas le sentiment que l'OMS soit bien partie pour sortir renforcée de cette affaire. Pour l'instant, alors ça dépendra comme on n'est pas encore tout à fait sorti de l'auberge, il faudra voir, mais pour l'instant, je suis perplexe. Si vous me permettez rapidement, vous avez raison, c'est une affaire de résultats. Prenez l'exemple l'Union européenne versus la Grande-Bretagne. Objectivement, les Britanniques ont été meilleurs que nous sur l'acquisition des vaccins et nous avons été moins bons. Donc évidemment, si nous jugeons l'Union européenne comme un tout, effectivement, il n'est pas faux de dire que les Britanniques ont été meilleurs que l'Union. Donc nous avons une obligation de résultats et de bons résultats. Quant à l'OMS, peut-être était en train de payer justement le fait qu'elle a
qu'elle a, elle a probablement été très complice d'un certain nombre d'informations initiales que les Chinois ont eu un peu de mal à lâcher, et elle n'a pas joué son rôle. En fait, quand vous trahissez votre propre mission, vous ne la remplissez pas bien, bah, évidemment, la comparaison se fait à votre détriment. Je pense que les dirigeants de l'Union ont une responsabilité majeure sur le sentiment, qui restera dans l'esprit de nos concitoyens sur les questions, sur l'intérêt de l'Europe. Et c'est vrai, vous avez raison, sur les frontières, on n'est pas bon, sur les vaccins, nous n'avons pas été bons, sur des tas de domaines, nous n'avons pas été bons. Il y a des choses qui ont bien marché qui ne se voient pas, mais là-dessus, ça se voit beaucoup qu'on n'a pas été bon sur ces deux sujets. Autre question? Allez-y. Hein. Peut-être puis-je compléter. Oui. Monsieur Perret, tout à l'heure, a fait référence aux questions environnementales. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Il se trouve que 2 mois avant l'arrivée de l'épidémie, je crois que c'est en octobre 2019, il y avait eu une publication dans une très grande revue scientifique internationale qui s'appelle Science et qui montrait qu'il y avait une corrélation entre la déforestation et le risque d'apparition de nouvelles maladies, tout simplement par transmission d'agents pathogènes, des microbes, des virus ou des bactéries, de mammifères à l'homme, de mammifères qui n'étaient pas habituellement en contact avec l'homme, et le fait que la déforestation gagne, eh bien, nous exposait. Et le chiffre ahurissant avait été donné, je crois, de mémoire de 600 ou 700 000 agents pathogènes inconnus, qui pouvaient passer à l'homme, dont peut-être certains n'étaient pas particulièrement pathogènes, mais enfin, vous voyez, le chiffre est astronomique. Et à l'époque, s'était posé la question, donc on est 2 mois avant le coronavirus, de la mise en place d'une sorte d'atlas de ces virus pour pouvoir au moins en faire la liste et puis avoir leur ARN ou leur ADN, et puis le jour où survient une épidémie, qu'on soit prêt. Donc, il y a manifestement une relation entre déforestation et survenue de nouvelles zoonoses, ça c'est très clair. Si je peux me permettre, je voudrais profiter du fait qu'on vient de parler de cette question-là pour rebondir rapidement, comme je vois qu'il n'y a pas énormément de questions, rebondir sur un point qui me tient tout à fait à cœur pour des raisons familiales, qui est le Brésil, puisque j'ai chez moi une famille qui débarque du Brésil. Donc j'ai regardé de près toutes ces questions-là. Et le cas du Brésil est illustratif de plusieurs choses dont on a parlé ce soir. D'abord, de proximité des problématiques entre les problèmes d'environnement et de virus à travers la destruction de la forêt amazonienne. Et puis, du déni, des problèmes du déni, parce que le président Bolsonaro est un climato-sceptique et c'est aussi un sceptique, c'est-à-dire qu'on a dans ces cas-là une continuité tout à fait impressionnante entre son attitude aberrante à l'égard du changement climatique et son attitude aberrante à l'égard de la pandémie. Et puis il y a un troisième élément, c'est que dans les 2 cas, on a la question de la globalisation et des interdépendances, y compris dans leurs aspects violemment géostratégiques, en quelque sorte, et crûment posés. C'est-à-dire que les incendies de l'Amazonie, c'est un problème mondial, à la fois à cause des fumées et à cause de l'impact sur le changement climatique et sur la biodiversité, donc confère la crise diplomatique entre la France et le Brésil avant la pandémie. Et maintenant, avec la pandémie, on a de nouveau cette question, est-ce que le Brésil n'est pas devenu une menace mondiale par le fait qu'elle est devenue une pépinière, une couveuse de variants par le laisser-aller, la non-politique de ses dirigeants. Je suis frappé par le fait que là, très concrètement, dans ces 2 cas, on a la question d'une globalisation de fait, c'est-à-dire de la capacité d'un pays d'interagir et de foutre le bazar, en quelque sorte, sur l'ensemble du monde, mais nous n'avons pas aujourd'hui
les mécanismes institutionnels pour gérer convenablement ce genre de questions. Je peux poser une question? Dominique Chivot, je peux poser. Alors, je voulais dire que les politiques se sont écharpés sur cette situation de pandémie que lorsque le virus est arrivé. Mais en France, on a vu aussi sur les plateaux de télévision des médecins discuter et également s'écharper. Alors, ce que je pense qui pose un problème, c'est qu'on a l'habitude en France que les politiques ne soient pas d'accord entre eux. Mais quand le professeur Juvin parlait de la science comme vérité, c'est peut-être ça aussi qui a pu désarçonner les Français, c'est de se dire que même dans le milieu médical, il n'y avait pas de vérité toute faite, ce qui après tout est normal puisque ce virus était nouveau. Mais du coup, est apparu parallèlement, sont apparus des gourous et sur les plateaux de télévision comme ailleurs, on a vu ressurgir des phénomènes d'obscurantisme ou même de complotisme, et ce qui fait que dans les sondages d'opinion, on avait l'impression que les Français n'accordaient plus autant de crédit au monde médical et scientifique qu'ils pouvaient le faire jusqu'à présent. Ne trouvez-vous pas ça aussi comme un risque qui a surgi à la faveur de cette pandémie? Et tout d'abord, enfin, la science, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas l'omniscience. Et les Français ont découvert la normalité de nos, normalité, et pas d'alpha privatif, de notre démarche. La démarche scientifique n'est faite que de doutes, de remise en cause, de vérité qui devient douteuse, puis finalement qui devient erreur, etc., etc. En fait, nous faisons comme ça en permanence, en sciences fondamentales, en médecine, quand on fait des diagnostics chez des gens, on fait une liste de diagnostics, on en élimine certains, on revient, c'est comme ça. Et cette démarche, elle est normale. Et c'est vrai que sur un plateau de télévision, les gens sont effrayés, ils se disent, mais ces gens-là ne savent rien, ils se trompent en permanence. En réalité, je crois que tout vient du fait que les Français ne savent pas ce qu'est la démarche scientifique. Et j'ai souvenir, je suis un clinicien, mais pour des raisons universitaires, comme professeur, vous devez avoir un doctorat en sciences fondamentales. Donc, comme tous mes collègues, j'ai fait des sciences fondamentales à l'INSERM, etc. Et j'avais un de mes maîtres qui me disait, mais au fond, ce qui est important, c'est pas la formation pour la recherche, c'est la formation par la recherche. Et, bref, ce fameux esprit de doute et cette démarche scientifique qui est faite d'opposition pour arriver à une vérité. Eh bien, le fait que les Français ne sachent pas ce que c'est est vraiment un problème, parce qu'ils ont l'impression que tout n'est que certitude. Eh bien, ce n'est pas vrai. Quand Pasteur met au point son vaccin, il a des hésitations, il se trompe, il y a même des morts. Évidemment, l'histoire ne se rappelle que du succès final. Mais tout ça, c'est fait dans la douleur et dans la vérité qui n'a pas été linéaire. Et on a touché du doigt, non pas une difficulté, je crois, des médecins, mais une difficulté du corps social qui ignore le doute. Et puis, vous le savez, on est dans une société qui déteste le doute. On vous demande... J'ai été interrogé, je ne sais plus par quel journaliste, il y a quelques jours. C'était à la fin de l'interview, il me dit, bon, monsieur Juvin, en 1 minute, que pensez-vous de la légalisation de l'euthanasie? Vous voyez, une sorte d'impossibilité d'avoir une pensée un peu subtile, complexe. C'est quelque chose que les gens refusent. Ben non, le monde est complexe et donc les démarches le sont aussi. Mais ça, il faut qu'on l'apprenne à l'école. On ne l'apprend pas à l'école. À l'école, on vous dit que les gens sont certains. C'est la différence entre les convictions et les certitudes. Vous savez. On demandait un jour au président Mitterrand, est-ce que vous avez des convictions? Il disait, j'en ai peu, mais elles sont très fortes. Est-ce que vous avez des certitudes? Il ne dit pas beaucoup. C'est-à-dire, en réalité, il n'y en avait pas. Les certitudes, c'est dangereux, les certitudes. Et du coup, on peut accueillir d'autres questions. Oui, je peux peut-être dire une chose. Oui. Alors, voilà, par rapport à toutes ces choses malheureusement tristes et un peu désespérantes, je voudrais revenir sur ce qu'avait dit Bernard Perret tout à l'heure, c'est que
les hommes ont une capacité de mobilisation, de réaction plus importante qu'ils ne l'imaginent. Et il a donné de très bonnes citations. Moi, j'avais envie d'en ajouter une, même s'il y en a déjà beaucoup. C'est une citation d'un auteur qu'il connaît sans doute, Albert Hirschman, qui a développé un modèle qu'il appelle la hiding hand. C'est la main cachante. C'est une main qui cache la venue des difficultés, mais il vaut mieux qu'elle les cache parce que si on les savait, on ne saurait pas qu'on serait capable aussi de les surmonter et d'inventer quelque chose pour en sortir. Voilà. C'est un modèle qui est parti d'une histoire de champ d'une plantation de bambou qui meurt alors qu'on comptait dessus, mais à partir de cette mort de cette plantation sur laquelle on comptait, on a inventé d'autres systèmes qui ont été beaucoup plus performants, beaucoup plus utiles, etc. Donc peut-être qu'on peut partir de cette catastrophe actuelle en se disant effectivement qu'il est peut-être possible que ça nous permette de réagir mieux et plus fort qu'on aurait pu l'imaginer nous-mêmes. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Un peu la thèse de Bernard. Oui, oui, mais j'aime bien cette notion de hiding hand. Oui. C'est dans quel livre C'est dans un des premiers livres de Hirschman. Je pourrais dire ça un autre jour. C'est un article. Enfin, c'est une étude qu'il a faite pour la Banque mondiale. Voilà. Bernard? Oui, non. Je pense effectivement que s'il y a 2 ans, on nous avait dit, ben voilà, tout ce qui va se passer, vous allez tous être confinés pendant plusieurs semaines à plusieurs reprises, et puis pas de restaurant, pas de spectacle, l'école à domicile, tout ça. Il y aurait eu sûrement un sentiment de panique, d'incrédulité, peut-être que oui, effectivement, c'est des choses il vaut mieux le découvrir petit à petit et s'adapter. Cela étant, encore une fois, c'est compliqué parce qu'en même temps, on a aussi besoin de se projeter bel et bien. C'est-à-dire que si on pense au changement climatique, par exemple, il y a intérêt à se projeter réellement dans des situations où on devra vivre un peu différemment, de nouvelles techniques, de nouvelles formes d'organisation. Et si on ne... Alors, tout l'enjeu, là, c'est plutôt de cultiver un imaginaire qui rende cela désirable au moins à certains égards, c'est-à-dire qui montre que ça peut être positif et que le jeu en vaut la chandelle, etc. C'est toute la question du récit, finalement. Et là-dessus, je renvoie à Ricoeur, temps et récit. On voit bien que on ne peut pas habiter le temps, on peut pas habiter le temps sans raconter une histoire. Peut-être que, si je peux me permettre, c'est une question qu'une réflexion sur laquelle je ne demande pas une réponse, mais peut-être que l'un et l'autre, vous prolongez vos réflexions. On a beaucoup souligné que la démarche scientifique devait être revue, son essence même devait être révisée, et j'aimerais revenir sur, et c'est à vous deux, je m'adresse, sur la proposition de Bernard Perret par rapport à un récit, et entre autres à un récit d'ordre spirituel. Car si le scientifique doit être revu, il me semble qu'une des autres conclusions que ceux et celles qui ont des convictions, et ça ne veut pas dire des convictions religieuses exclusivement, mais qui ont des convictions d'ordre spirituel, c'est-à-dire qui dépassent notre immédiate capacité de réaction. J'aimerais bien que aussi bien une approche scientifique qu'une approche peut-être plus philosophique nous dise en quoi le mot spirituel est lui-même mis en question par ce que nous venons de vivre, et ce que les tenants d'une démarche spirituelle, et alors là je reviens peut-être à un cadre plus précis qui est une démarche religieuse, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer quant à l'interpellation du mot spirituel que provoque cette crise. Mais ce n'est pas une question, c'est simplement peut-être pour poursuivre par quelques réactions. Qui est-ce qui répond? Philippe Juvin? Peut-être
Alors, une première réponse, je pense à la définition de Renan quand il parle de la nation. Renan dit la nation est un principe spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de vivre ensemble, de faire communauté, c'est un principe spirituel, pour des raisons qu'il explique très bien. La communion dans des souvenirs, qu'ils soient heureux ou malheureux, etc. etc. Donc, d'une certaine manière, si nous avons pu tenir en tant que groupe, malgré toutes les difficultés qui ont été rappelées par M. Perret il y a quelques instants, tous les obstacles à une liberté qui nous paraissait évidemment acquise, si nous avons arrivé à tenir, si finalement nous acceptons collectivement des règles très dures, c'est parce que nous sommes mus par ce sentiment d'appartenance commune, la nation, on l'a comme ça, qui est elle-même un principe spirituel. Le deuxième point, c'est que je pense que cela doit aussi, enfin cette crise doit nous faire réfléchir sur un certain nombre de pratiques qui ont été des pratiques qui, moi, m'ont heurté, qui sont les pratiques telles que nous avons vécues avec l'abandon d'un certain nombre de gens dans des EHPAD, l'impossibilité de veiller sur des malades ou des mourants, sur le fait que les démarches de fin de vie, d'accompagnement de nos familles ont été rendues impossibles. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va nous marquer longtemps. Parce que, d'abord, si on se place dans un strict cadre utilitaire, je ne suis pas certain que tout ça ait été vraiment utile. Et, et en sortant du cadre utilitaire, était-ce bien? Je continue à penser que nous sommes beaucoup trompés là-dessus. Donc, nous pouvons avoir une réflexion sur la fin de vie, sur la mort, sur la souffrance, sur l'accompagnement de ceux qui étaient seuls. Et je pense que ça devra faire partie de nos réflexions collectives. Ma crainte, si vous voulez, c'est qu'au fond, tout le monde oublie très vite. Qu'on oublie très vite. Regardez, je suis frappé quand je parle avec les uns et les autres, tout le monde a déjà oublié le confinement de novembre dernier. Et on ne sait même plus quand c'était. C'était en septembre, en octobre, en novembre, en décembre. Autant mars, ça a marqué les esprits parce que c'était nouveau, etc. Autant à l'automne, on a déjà oublié. Et voyez-vous, je pense que ce qui nous guette, c'est l'oubli. L'oubli est d'ailleurs cultivé par des tas de gens qui ont intérêt à l'oubli. Parce que, évidemment, quand vous avez des comportements qu'on pourrait être amené à critiquer, volontairement ou pas d'ailleurs, vous préférez qu'on oublie tout ça. Et puis, nous sommes des hommes, c'est-à-dire qu'après la Grande Guerre, il y a eu des années qui ont été folles, parce qu'on voulait oublier l'horreur que nous avions vécue. Donc, ce sont des ressorts très traditionnels, et on va vite oublier les gens qui sont morts seuls. Oui. Alors que je pense que s'il y avait une leçon à tirer, c'est ça. Si, Bernard. Oui, pour prolonger, juste dans continuité, une des raisons fortes pour oublier, ça va être l'économie, c'est-à-dire la pression des gouvernants et de tout le monde pour relancer la machine le plus vite possible, le plus vigoureusement possible, pour des raisons évidentes. Et pour que la machine reparte, il faut qu'on ait envie de consommer, de prendre l'avion, de revenir le plus vite à une espèce de frénésie qui régnait avant, en encore plus frénétique si possible. Et je pense qu'il y a une probabilité assez forte qui est au moins cette tendance-là. Et donc l'enjeu, effectivement, c'est de faire vivre cet ébranlement alors là, la réponse à la question de Guy, elle appelle plusieurs branches, parce qu'il y a évidemment une branche qui concerne les chrétiens, les églises. On voit bien que du côté des églises, il y a une interrogation particulière qui est liée à toutes les perturbations dans les pratiques religieuses. Et là aussi, il serait souhaitable que toutes les questions
existentielles qui sont apparues sur, au fond, on peut très bien se passer d'aller à la messe et de sacrements et on n'en meurt pas, et de voir au fond, la question, elle est la même pour l'Église ou pour la société, etc. C'est qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui mérite de s'attacher à l'existence, qu'est-ce qui fait vraiment sens. Et ça, il est vraiment souhaitable que ces interrogations un peu radicales ne soient pas oubliées. Et par exemple, qu'on n'oublie pas que le travail des soignants a infiniment plus de prix que ce qui est révélé par leur fiche de paye, etc. Qu'on doit pouvoir compter les uns sur les autres, que la résilience de la société est une chose très importante, et puis qu'on essaye de creuser cette question que j'ai essayé d'esquisser, c'est-à-dire la question apocalyptique finalement, c'est-à-dire où va-t-on, qu'est-ce qui attend, qu'est-ce qui doit se révéler finalement dans l'histoire humaine. Est-ce que, pour le dire de façon, peut-être essayer de dire les choses de façon extrêmement ramassée et un peu radicale, c'est est-ce qu'on peut se mettre face à l'existence autrement que face à une aventure de sens, face à une aventure où nous ne possédons pas le fin mot et dont nous faisons le choix de considérer qu'elle a un sens que nous ne connaissons pas totalement et donc qui est susceptible de nous amener à des accomplissements, à des dépassements, à des choses que nous ne maîtrisons pas. Et je pense que ça serait bien si les églises étaient au fond capables de dire des choses un peu plus parlantes et un peu radicales, mais qui en même temps fassent sens de façon plus universelle que simplement le renvoi à des certitudes professionnelles. Voilà ce que je crois profondément. Merci Bernard. Il est 20h32, donc je propose que nous remercions collectivement le professeur Juvin et Bernard Perret pour leurs propos très clairs et très libres dans leur expression et dans leurs nuances. Je pense que la conversation ce soir nous aidera chacun et collectivement à vivre avec nos incertitudes en ces temps de Covid. Le prix à payer, ça a été dit avec les mots de chacun, c'est quand même aujourd'hui que nous soyons capables de construire des récits plus riches pour préparer l'avenir, mais aussi de poser des actes, et ça a été présent dans le propos, fondés sur l'attention aux autres. Donc je pense que la réponse à l'incertitude se trouve à la fois dans notre capacité à nous projeter dans l'avenir et de construire des fameux récits dont il a été beaucoup question, mais aussi dans les actes que nous poserons dès maintenant pour sortir de la crise que nous traversons et que nous risquons de traverser encore pendant un peu de temps. Alors, je vous signale à tous que c'était tellement intéressant que tous ces propos seront sur le site de Confrontation. Donc, si vous voulez relire ou reparcourir tout ce qui a été dit ce soir, vous le trouverez très vite sur le site de l'association. Et puis, je suis obligé de conclure, enfin, c'est un plaisir de conclure, en vous annonçant les prochains rendez-vous, les 3e mercredis du mois de Confrontation. Le 19 mai, ça sera toujours en lien avec Vivre avec le Covid, sur la question des libertés publiques, la pandémie et la démocratie, avec Stéphanie Hennette-Vaucher, professeure de droit public à l'Université Paris-Nanterre, et vraisemblablement Pascal Perrineau, politologue, professeur des universités à Sciences Po. Le modérateur sera Guy Orange. Et le 16 juin, Protestants et catholiques face au Covid, avec Jean-Louis Schlegel et Anne-Laure Dano, qui est une pasteur responsable des relations des églises chrétiennes au sein de la Fédération protestante de France.
Et ce débat sera animé par Dominique Chivot et Jean-Pierre Rosa, qui étaient là ce soir. Donc, nous poursuivons ce cycle pour tenter de défricher et de lire un peu les signes des temps. Je vous remercie à tous d'avoir été si attentifs, si présents ce soir. Et encore une fois, merci au professeur Juvin et à Bernard Perret d'avoir... Je pense que le professeur Juvin a beaucoup de choses à faire en ce moment et je tiens à le remercier doublement de nous avoir donné 7h30 pour ce débat ce soir. Bonne soirée à tous. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonsoir et merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. À bientôt. À 7h. Bon, merci à tous. Je vous écoutais depuis Montréal. Ah, très bien. Je me suis installé il y a 3 ans. Je suis parti en Égypte avec l'association des intellectuels chrétiens. Je garde toujours des bons liens. Bon, peut-être à bientôt alors. Au revoir. Au plaisir. Au revoir. Merci.